Regardez cette haute séquence, toujours à Sébastopol. Donc ils ont réussi à frapper très exactement à l'heure dite, à la seconde dite, et on va voir pourquoi, le bâtiment de la direction de la flotte de la mer Noire à Sébastopol, et un touriste était là, il assiste vraiment à la scène. Ça y est, ça commence. Des explosions et encore des explosions au centre-ville, sur Evazovski. Voilà, là, Alors, d'abord, l'utilisation des armes qu'on leur a fournies. Armes de précision, on parlait tout à l'heure, Scalp, Storm Shadow, qui peuvent frapper de très loin et de façon extrêmement précise et qui passent à travers les dispositifs antiaériens. Donc, c'est déjà l'utilisation de ces armements-là. Et puis, vous avez raison, l'audace, parce que ça piétine un peu au sol, ça progresse, mais lentement au sol, donc on va frapper loin derrière. Et on va frapper de façon à faire mal. Et je le répète, la Crimée, c'est un objectif essentiel pour les Russes, mais pour les Ukrainiens également. Et bien sûr, la flotte de la mer Noire, qui est un paradoxe, la flotte de la mer Noire ne peut quasiment plus sortir de son port. Elle est bloquée à cause de l'audace, justement, des Ukrainiens. regardez d'abord ces images satellites où on voit là très précisément à quel point le Storm Shadow ou le Scalp, comme vous disiez, il y a toujours la possibilité que ce soit l'une ou l'autre de ces armes, ont frappé très exactement. C'est ce bâtiment qui est ici. Ouais. Et on imagine, beaucoup de militaires le disent, que le renseignement humain a pu compter. C'est-à-dire il faut savoir aussi quel est le bon moment pour frapper. Voilà, exactement. Pour l'heure, le lieu, bon, il est identifié, il n'y a pas de problème. Pour l'heure, le moment où il faut frapper, il faut un renseignement humain. Mais de même qu'il y a des infiltrations russes en Ukraine, il y a beaucoup d'infiltrations ukrainiennes en Russie et en Crimée. Alors la Crimée, c'est plus facile parce que c'était connu par beaucoup d'Ukrainiens. En Russie, est-ce que ça se fait avec des opposants russes ou pas? C'est la grande question. Mais il y a aussi beaucoup de frappes qui se font dans la profondeur. Et on sait que sur le territoire même de la Crimée, il y a des habitants russes, et il y a aussi évidemment beaucoup d'habitants qui pensent à la libération de leur territoire, donc qui sont Bien ukrainiens. sûr, il y a à l'intérieur, on l'avait vu dès les premières frappes, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des drones au départ, on pensait que c'était le drone en fait qui venait de Crimée, et qui était donc animé par des gens à l'intérieur de la Crimée, donc des Ukrainiens qui travaillaient au profit de la Crimée, de l'Ukraine. C'est un très grand événement. D'abord, en termes de symbole, le Sébastopol. Tous les Russes connaissent Sébastopol. Il y a plein de localités dont on parle qui sont franchement très obscures, même à l'oreille d'un Russe. Mais Sébastopol, pour eux, c'est une perle historique de l'Empire. Ça remonte à Catherine II et autres. Oui, puis il faut se souvenir qu'à l'époque où la Crimée faisait intégralement partie, n'avait pas été encore envahie par la Russie, le port de Sébastopol faisait l'objet d'un accord avec l'Ukraine pour que la flotte russe puisse rester, c'était un accord sur le long terme d'ailleurs, puisse rester à Sébastopol. Donc c'est vraiment un symbole extrêmement important. Au passage, la France a une histoire en Crimée. Il faut s'en souvenir. Sous le Second Empire, la France est allée avec les Britanniques combattre là-bas. Et ensuite, à la fin de la Première Guerre mondiale, il y avait des bataillons français à Kherson, en Crimée, etc. Donc on a une histoire aussi sur ce territoire. Ici, Vladimir Poutine a souvent paradé avec la flotte. Pour lui, c'est très important. Il y a deux parades importantes de la flotte pour Poutine. C'est au nord, Saint-Pétersbourg, et à l'autre extrême, là, à Sébastopol, où souvent il a présidé aux parades. Alors ça, c'est quelque chose qui me frappe toujours. Parce que la flotte russe, on en fait des parades, des trucs extraordinaires, mais elle n'a jamais gagné une bataille. Elle a même commencé, la révolution a commencé en Russie en 1905 par une défaite magistrale contre la flotte japonaise. Mais il y a un mystère pour moi. La flotte russe est toujours présentée comme quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, quand même, autre paradoxe, dans la mer Noire, l'Ukraine, sans bateau, qui n'a plus de bateaux, enfin elle a des petits bateaux, mais plus des grands, est capable d'interdire la mer Noire à la flotte russe. Quand même extraordinaire. Et ce soir, on franchit un pas supplémentaire parce qu'on découvre que non seulement il y a l'audace de cette attaque, il y a le choix de la cible, etc., mais il y avait le but très précis, c'est ce que dit Boudanov, le patron du renseignement militaire ukrainien, de tuer un certain nombre de très hauts responsables russes qui se trouvaient dans le bâtiment au moment M. Alors, il y a une incertitude encore sur la liste exacte des noms. Il y aurait 9 morts, parmi eux le colonel général Romanchuk et le lieutenant général Tsekov, qui, le premier, avait un rôle de commandant-chef à Zaporizhzhia, donc ça n'est pas indifférent. Si l'un ou l'autre et quelques-uns de ces hommes
ont été tués. C'est plus là qu'un symbole, ça aura quelque chose d'effectif. Ah oui, non, c'est vraiment des frappes ciblées, comme on dit, et on revient à ce que vous disiez à propos du renseignement humain qui a pu dire, ça y est, ils rentrent, ils sont dans le bâtiment, c'est bon, avec le délai nécessaire pour que le missile arrive, mais ce sont des frappes vraiment qui cherchent à casser le système hiérarchique dans l'armée russe. L'effet ici sur une armée, est-ce que ça sert à désorganiser utilement ? Ah oui, il est certain que plus vous tapez les têtes, plus ça va désorganiser le système. Le système est très hiérarchique, très pyramidal. Si vous cassez le haut des pyramides, ça va désorganiser, bien sûr, l'ensemble du système. Sans compter, et là je n'ai pas l'information, que certains de ces hommes peuvent avoir des informations qu'ils sont les seuls à avoir, extrêmement importantes. Il y a souvent eu sur ce sujet des hésitations. C'était frappant dans les débats sur ces plateaux, ceux qui l'assument en disant voilà c'est la guerre, etc. Et ceux qui estiment qu'il y a une forme de code d'honneur, entre guillemets, même s'il ne reste pas grand-chose de l'honneur ici dans une guerre de cette intensité-là. Mais il y a des armées où il y avait une certaine retenue. D'ailleurs, les Polonais, par exemple, ont fait des vidéos très... même en musique, n'est-ce pas, pour se féliciter de la mort des généraux. Et ensuite, les Américains ont dit parfois ont retenu un peu le mouvement. Hein. Oui, alors il ne s'agit pas d'aller de cet excès-là où on se félicite, on applaudit, on danse, etc. C'est la guerre. La guerre, c'est dur. La guerre, ça tue. Et tuer les chefs ennemis, ça fait partie de la guerre. Et ça a toujours été le cas. Hein. Y a eu dans toutes les guerres, on a ciblé les PC là où sont les chefs. Il y a des scènes pendant la campagne de Russie où Napoléon, qui par parenthèse n'est pas vraiment chez lui non plus, hein, il est un petit peu loin de chez lui, il est à 2 doigts de se faire tuer en Russie. Oui, bien sûr. Je viens de lire des mémoires d'un général Marbeau qui raconte toutes les campagnes de l'Empire, c'est absolument passionnant. Et en Russie, il explique comment à un moment, effectivement, il y a un petit escadron de la garde autour de lui. Un escadron, c'est rien du tout. Et qui réussit à s'évader comme ça parce qu'il y a une attaque surprise de Cosaques à ce moment-là. Lisez les déclarations de Boudanov. C'est l'homme de la soirée. C'est l'homme peut-être du mois ou de l'année, mais Boudanov, le patron du renseignement militaire ukrainien, qui assume tout à fait cette politique, qu'il explique. Je dirais seulement ceci, il y a environ 2 ou 3 mois, je donnais une interview à un média, je ne me souviens plus lequel en particulier, je leur ai répondu à l'époque que partout dans le monde, nous chercherions et pourchasserions les criminels militaires russes et que tôt ou tard, ce moment viendra. Il l'a dit, et il l'a même dit pour la plus haute hiérarchie civile, puisque les Ukrainiens disent on pèse, on pourrait tuer Poutine. Oui, alors je me souviens très bien du moment où il est intervenu là-dessus. Je répète, c'est la guerre, et à tous les moments, la seule chose, il y a 2 choses qui empêche peut-être aujourd'hui de tuer Poutine. D'abord, c'est son service de sécurité. Il est plus sécurisé que ne le sont les généraux ou amiraux à Sébastopol. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est l'incertitude. On l'a bien vu quand la mutinerie s'est manifestée le 23-24 juin. Il y avait une certaine hésitation chez les Occidentaux en disant « mais si Poutine tombe, qu'est-ce qui va se passer ?» Mais je pense que c'est vraiment un sujet qu'il ne faut pas avoir à l'esprit. C'est lui le fausseur de guerre. C'est lui qui l'a décidé, tout seul. Il a raté son coup, il s'est englué dans une bataille, il peut y risquer sa vie. Le sujet a toujours été une pesée d'intérêt compliquée. Il faut rappeler qu'il y a un moment même où Churchill hésite à tenter de faire tuer Hitler. Finalement, il ne le fait pas, pour des raisons que les historiens discutent encore. Mais il y a des moments comme ça où il y a une hésitation sur ce sujet-là. Oui, qui touche en fait le plus haut chef, qui est un chef politique en fait. Et qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit avec qui on va négocier. Et donc, on essaye d'avoir les éléments pour pouvoir négocier. Mais quand je reviens à Poutine, vous ne pourrez plus négocier avec lui. Il est dans une telle logique qu'il est persuadé d'avoir une inspiration divine ou je ne sais quoi, qu'il a contraint à lancer cette guerre. Au passage, il s'inspire de Pierre le Grand, qui n'était pas particulièrement un tendre non plus. Et donc, je pense que c'est une question qu'il ne faut pas se poser. La question qu'il faut se poser, c'est s'il disparaît, il faut avoir la capacité de jouer avec d'autres. Et ça, il faut le monter avant de faire cette action-là. Est-ce qu'ici, les anglo-saxons sont plus désinhibés, plus francs, entre guillemets, que nous ? On se rappelle, les Américains, notamment, de manière très assumée, ont expliqué comment ils ont fait tuer Ben Laden ou d'autres cas. C'est la fameuse image. Cette photo est extraordinaire parce que Biden est déjà là,
Il est là, il est vice-président à l'époque. Alors il y a aussi Blinken, l'actuel secrétaire d'État. On voit à quel point tous ces hommes, pour eux, les assassinats ciblés, ça fait partie vraiment de leur panoplie. En Europe de l'Ouest, il y a toujours eu une certaine... on a tué pas mal de djihadistes en Irak ou en Syrie. Ça n'a jamais été comme ça assumé, n'est-ce pas ? Non, mais tuer à ce niveau-là, il faut avoir des moyens absolument considérables en renseignement, en frappe, etc. Les Américains les ont. Nous, on n'est pas du tout dans la même capacité. Donc on comprend que eux se posent cette question en permanence. On a le renseignement, comment est-ce qu'on fait ? On le fait pas. Nous, on peut avoir le renseignement, les moyens, c'est moins sûr. La manière change quand même, parce qu'après les attentats de 2015, par exemple, il y a un certain nombre de djihadistes qui ont été tués, et puis la France n'en fait pas une grande publicité. Oui. Le procureur Molins disait une grande différence. Les Anglais, la justice anglaise collabore sans problème, elle donne les noms, les lieux, etc. La justice française, c'est un peu plus compliqué. Oui, non, vous avez raison, on fait les frappes, mais on n'en fait pas trop de publicité. On va frapper, on neutralise, comme on dit, mais on n'en parle pas trop, oui. Oui, parenthèse historique, puisqu'on parlait de Biden, c'est lui aussi qui a donné l'ordre. Là, on voit l'expérience du personnage, n'est-ce pas ? Al-Zawahiri, c'était à l'époque un drone rasoir. C'est ce fameux drone, il y avait 6 lames. Il était sur son balcon à Kaboul. Autre grand patron. Là, c'est la réunion de préparation où Biden organise un peu la... là aussi, ça sert visiblement. Oui, alors là, dans ce cadre-là, et on parle toujours de l'âge de M. Biden, mais là, il a une expérience fantastique dans ces domaines-là. Il sait comment on fait, comment on pèse, les moyens qu'il a, etc. Donc vous avez raison, il est sûrement désinhibé beaucoup plus que d'autres qui n'ont jamais eu à le faire. On dit que Barack Obama, il y a une scène qui est rapportée par beaucoup, un témoin proche qui dit c'était un dîner à la Maison-Blanche, le fameux dîner des correspondants, je crois, où on blague, n'est-ce pas ? Avant ou après, il signait les ordres pour que les assassinats par drone soient opérés. Pour eux, c'est un moyen de guerre important. Oui, c'est un moyen de guerre, mais encore une fois, je répète, ils ont les moyens de pouvoir le faire. Je pense que si on y était sur la ligne de front, j'allais dire, à être vraiment en train de combattre et qu'on ait les moyens, on ferait la même chose. D'ailleurs, je crois que c'est le président Hollande qui l'a dit, lui, à des journalistes. Dans le livre, un président ne devrait pas dire ça. Exactement.